Donc c'est parfait, donc je te laisse intervenir. Ok, mais en tout cas, bravo à Jérémy Knafo pour cette transition, c'est clair. Donc, de nous parler une petite photo de taping à la fin de l'exposé. Également, il a parlé aussi à la fin dans les questions cette différence qu'il peut y avoir entre ce qu'on voit à l'imagerie et la douleur. Et effectivement, je vais le développer aussi un petit peu dans mon exposé. Donc, d'abord, merci pour l'invitation. Je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Geoffrey Delage, je suis kiné-ostéopathe, je suis formateur de tape et je gère un organisme qui s'appelle Access Formation. Donc, je vais passer maintenant rapidement au sujet de ma présentation, qui est l'apport du taping dans l'approche ostéopathique pré- et post-chirurgicale. Alors là, ce qu'un patient doit subir ou vient de subir, donc ça peut être en post-opératoire bien évidemment, une intervention chirurgicale, donc l'intérêt de la prise en charge de l'ostéopathie est très varié et elle peut être bien évidemment, ça sera en complément de la kinésithérapie. Et ce que je vais développer en fait, c'est l'utilisation du taping et l'apport que ça peut avoir en fait dans cette prise en charge ostéopathique, notamment lorsque la douleur est présente et l'un des objectifs principaux de cette prise en charge, car la douleur va créer quasi systématiquement des troubles fonctionnels. On a de nombreuses études, et notamment cette revue narrative qui est de 2015, qui est parue dans le British Journal Sport of Medicine, et qui inclut des auteurs de renom comme Ebony Rio, Lorimer Bosley, qui ont montré que lorsqu'il y a de la douleur, la commande motrice cortico-spinale neurone-muscle est modifiée et que cela peut déclencher un mécanisme de protection en limitant le mouvement. Donc je vais parler un petit peu de douleur. Donc la douleur, la compréhension de la douleur a beaucoup évolué sur ces dernières années et aujourd'hui la douleur est définie par l'IASP comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans ces termes. La nociception, elle, en revanche, c'est le processus de détection d'une menace et la transmission du message de danger vers le cerveau. Donc c'est vraiment une information. Je vous propose un petit peu de compléter ces deux notions par des citations de Lorimer Moseley, qui est un kinésithérapeute chercheur en neurosciences de la douleur. Et cette première citation, la nociception n'est ni nécessaire ni suffisante pour que la douleur existe. Et la quantité de douleur n'est pas forcément proportionnelle au dommage tissulaire, mais dépend de combien notre corps croit que nous sommes en danger. En effet, la douleur, ce n'est pas égal à l'atteinte tissulaire, elle n'est pas proportionnelle. Tout dépend en fait de la perception au niveau du cerveau de cette menace. Donc aujourd'hui, le paradigme actuel de la douleur, c'est la neuromatrice de Melzack. Grosso modo, le cerveau va recevoir des afférences qu'on appelle des entrées. Donc ces afférences peuvent être sensorielles, sensoridiscriminatives. Elles peuvent être cognitives et elles peuvent être émotionnelles. Elles vont toutes arriver en même temps et le cerveau va les analyser, va les interpréter et va donner des réponses. Donc on va appeler les sorties au output. Et ça peut créer de la douleur, des réponses motrices à type de contracture, de spasme, des réponses de sécrétion de neurohormones, neurotransmetteurs, système immunitaire, etc. Et également des réponses émotionnelles avec de la peur. Nous, en tant qu'ostéopathe, en fait, on va essentiellement essayer d'aller chercher la cause. C'est depuis toujours, nous, c'est ce qui nous caractérise, en fait, c'est d'aller chercher la cause. On est moins sur le traitement des sorties, en fait, au niveau des contractures et autres. Donc, on va aller rechercher par notre traitement. Donc, si je complète par rapport à tout à l'heure, l'ostéopathe, il va, en post-opératoire, il peut intervenir très tôt s'il n'intervient pas tout de suite sur le pied, en fait. Il peut intervenir à distance pour apaiser le système nerveux ou autre, travailler sur les chaînes musculaires, comme va nous expliquer Julien tout à l'heure, mais également par la présence du thérapeute. On a des soins un petit peu plus longs quelque part que des séances de kinésithérapie, où on va être très présent avec le patient, donc on va avoir une qualité de présence thérapeutique qui va forcément agir aussi au niveau cognitif et émotionnel. Et donc, on va essayer de modifier un petit peu toutes ces informations entrantes au niveau du cerveau pour essayer d'abolir finalement cette réponse créée par le cerveau. Donc, je vais parler un petit peu plus de douleur, je vais développer un petit peu quelques notions de plus. Donc, la sensibilisation, donc, la nociception, on a vu que c'est l'activité dans les fibres nociceptives. Et la sensibilisation, en fait, c'est l'augmentation du volume de cette activité. Donc, elle peut être périphérique, au niveau des nocicepteurs ou sur le trajet du nerf, ou bien centrale, c'est-à-dire médulaire ou corticale.
Si on distingue un peu la douleur aiguë de la douleur chronique, hein, du patient qui a souffert longtemps avant de se faire opérer, ou du patient qui subit une complication post-chirurgicale avec des douleurs très importantes sur plusieurs mois, cette petite infographie du docteur Jerry Daporodi, hein, qui est ostéopathe, et je l'aime beaucoup. Donc, vous avez la blessure tissulaire, donc imaginons soit un choc, un traumatisme, soit en post-chirurgical. Donc les tissus sont lésés, la cicatrisation va se faire au cours du temps. Et la douleur, au début, elle est forte, hein, et puis elle va petit à petit diminuer avec la cicatrisation. Mais parfois, en fait, un petit peu à distance, on peut avoir une augmentation de la douleur, et souvent, bon, c'est des complications post-opératoires ou des patients qui vont avoir des douleurs qui vont devenir chroniques. Et la prise en charge, en fait, à cet instant, au tout début de la phase de cicatrisation, ou bien à distance, lorsque la cicatrisation est presque totalement effectuée, mais la prise en charge, qu'elle soit kinésithérapique, ostéopathique ou autre, ne sera pas la même, puisqu'il faudra prendre d'autres facteurs en considération, et notamment celui-là qui s'appelle la sensibilisation centrale. Donc c'est un petit peu au niveau cérébral, toute cette neuroplasticité qui s'est faite autour de cette douleur. Autre notion, c'est le renforcement synaptique. Pour ceux qui connaissent, donc c'est la loi de Hebb. Globalement, en fait, quand on a des neurones qui vont s'exciter ensemble de manière répétée, ils vont se lier entre eux. Et on appelle ça un apprentissage associatif, et ça crée un renforcement synaptique. À terme, il ne suffit plus que d'un seul stimulus pour entraîner le rappel de l'autre stimulus. Par exemple, un patient qui fait une chute en moto ou autre sur l'épaule, il aura une inflammation au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs. Donc, effectivement, au départ, quand il fera une abduction, il aura une douleur qui sera normale parce qu'il y aura une compression, donc une augmentation de pression, stimulation des nocicepteurs. Et à force de répéter ce geste, en fait, il va y avoir une zone au niveau de son cerveau liée à l'abduction qui s'éclaire, une autre zone qui s'éclaire et c'est lié à la douleur. Et puis, à force de les répéter, l'abduction et la douleur vont s'associer. Et à terme, parfois, à distance de l'inflammation, quand tout va bien, on a des patients qui, quand ils font une abduction, ils ont encore mal. En fait. C'est cette neuroplasticité corticale un petit peu qui s'est produite. C'est le réflexe pavlovien qu'on connaît tous, en fait. Au niveau de l'intérêt du tape dans la prise en charge de la douleur, donc le tape, ça a été créé par ce monsieur, Kenzo Kaze, qui a créé un dispositif qui est le kinésio-taping. Donc, ce sont des straps un petit peu particuliers, tant au niveau de l'élasticité, de l'épaisseur. Et l'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir être maintenus dans le temps, parce que les patients peuvent le garder environ 3 à 5 jours. Et également se doucher avec, ce qui est quand même pas mal par rapport aux élastos. Donc, globalement, en fait, le principe, c'est qu'on va mettre une tension dans la bande. On va l'appliquer sur le corps du patient, donc au niveau de la peau. Cette tension de la bande sera transmise au tissu cutané. On va ainsi stimuler des récepteurs sensibles à la pression et ou à l'étirement cutané. Ça va modifier les informations entrantes dans le système qu'on a vu tout à l'heure. Et le but, c'est d'obtenir une modulation des réactions sortantes, donc une diminution de la douleur, des réponses motrices et des sécrétions. La méthodologie, alors il en existe plusieurs. Moi, je vais vous expliquer celle que j'ai développée depuis quelques années, qui est liée un petit peu forcément à mon expérience personnelle. Si je prends une application musculaire d'un muscle lésé, un muscle douloureux, on va venir palper le point douloureux ou le cordon douloureux musculaire avec une main. Avec l'autre main, on va venir tracter la peau soit vers l'origine, soit vers la terminaison du muscle. Et si on a un sens qui module la douleur et qui la module vers le bas, donc qui fait diminuer la douleur, en fait, ce sera le sens que l'on va donner pour la direction du rappel de tension quand on appliquera la bande. Donc, par exemple, ici, en fait, si c'est en tirant vers la patella que le droit antérieur est moins douloureux, enfin l'appui sur le droit antérieur est moins douloureux, et bien on appliquera une bande en partant de la patella vers l'insertion au niveau de l'épine iliaque antéro-inférieure, et on aura un rappel de tension vers la patella. Donc en fait, ça sera vraiment, on aura trouvé un sens préférentiel en fait qui apaise le système nerveux, et on vient disposer une bande, et cette information qui permet d'apaiser le système nerveux et qui permet de diminuer la douleur, le patient en fait va bénéficier de ce dispositif pendant plusieurs jours. Au niveau de certaines articulations, notamment le genou, notamment le coude, ce sont deux articulations où souvent on viendra compléter avec, par exemple là c'est une application en fascia, c'est-à-dire que le patient est soulagé, mais pas complètement au niveau de la douleur ou de sa fonction.
on vient regarder s'il n'y a pas du coup un sens un petit peu tangentiel au premier, et on viendra compléter par exemple avec une bande en fascia. Et là, on viendra tracter sur cet exemple la peau vers l'arrière du genou. Donc, ça sera un petit peu comme si on jouait un petit peu sur les paramètres mineurs finalement au niveau de l'articulation du genou. Ça rappelle un petit peu, puisque en fait, dans ma pratique, je questionne le corps du patient et c'est le corps du patient qui me donne la réponse. Et les ostéopathes, une phrase qu'ils connaissent bien, de Rollin Baker, c'est « seuls les tissus savent ». Souvent, nos techniques sont un peu guidées par les sensations au niveau de nos mains. Et au niveau de la méthode Mackenzie, on parle aussi de mouvement préférentiel. On va avoir un patient qui sera plus à l'aise, par exemple, quand il fait de l'extension lombaire, avec une diminution de la douleur et une centralisation aussi de la douleur lorsqu'il le fait, et ça facilitera ensuite son mouvement vers la flexion quand il sera debout. Au niveau d'une autre méthode, la dermoneuromodulation, pour ceux qui connaissent, pareil, on parle de direction préférentielle, c'est une méthode développée par Diana Jacobs. Donc on a plusieurs méthodes comme ça qui s'intéressent un peu au système nerveux et aux réponses du corps du patient et qui donnent un petit peu le sens de la technique que l'on va faire. Par exemple, là, sur des prises en charge en flessum post-opératoire, ça, c'est un patient à gauche qui était opéré 3 mois auparavant d'une ligamentoplastie. Donc, on voit son genou droit avec un flessum par rapport au genou gauche, avec, quand il essaie de tendre la jambe, une douleur au niveau du tibia, une projection douloureuse aussi au niveau de la cheville. Donc, il galérait un petit peu en kiné, il n'arrivait pas trop à progresser. Il m'a été adressé pour voir si on pouvait améliorer ça. Donc, il n'y a pas de traitement entre les deux. Ça, c'est au départ de ma séance d'ostéopathie, en fait, pour essayer de voir ce que je peux améliorer avec le tape. Et directement après la pause, on a une réduction significative, il n'y a plus de flessum, une disparition de la douleur. Et une fois que j'ai obtenu ça, c'est là où je lance le reste de ma séance d'ostéo. Là, c'est une autre patiente qui avait été opérée d'une ligamentoplastie. Il y avait peut-être un contexte psychosocial plus important chez elle qui a fait qu'elle a développé un peu une complication. Donc là, elle a un très gros flessum. Après pose de tape, son flessum est un peu réduit, mais pas complètement. Et il s'avère que cette patiente a été réopérée parce qu'elle avait fait un syndrome du cyclope, qui est une complication assez fréquente. Je crois que c'est presque 10% au niveau des chirurgies des ligamentoplasties. Voilà, donc cette fibrose, en fait, le tape ne va pas pouvoir l'enlever. Il n'y a pas d'effet tissulaire de cet ordre-là. Mais je suis quand même parvenu à lui réduire un tout petit peu son flessum. Alors, l'effet des thérapies manuelles et l'effet du tape, c'est à peu près de la même manière au niveau des effets. C'est-à-dire qu'on va créer un stimulus mécanique. Ce stimulus mécanique va venir stimuler les tissus. On peut avoir des effets locaux avec une mécanotransduction, un drainage, une inhibition périphérique, mais on va avoir également des informations qui vont transiter au niveau du système nerveux périphérique. Donc, on peut avoir une sécrétion de médiateurs de l'inflammation au niveau local. On a également forcément une interaction avec la moelle, qui peut, par voie réflexe, créer une hypoalgésie, des réponses neuromusculaires, mais on va également atteindre la neuromatrice et les circulations de modulation de la douleur, avec bien évidemment des effets, une analgésie placebo, parce que les facteurs psychologiques et comportementaux sont extrêmement importants. Le taping, comme toute technique, a des effets placebo. Ces effets placebo, pour moi, sont extrêmement bénéfiques et très importants avec le tape, parce qu'il y a une forte stimulation au niveau proprioceptif. Les gens se sentent un peu plus en sécurité quand ils ont une bande qui tracte un petit peu leur peau. Ils sentent parfois de la chaleur, du froid, des choses comme ça. Il n'y a pas de produit dans la peau, si ce n'est qu'un collant pour adhérer. Mais tous ces facteurs-là, en fait, et puis il y a la couleur de la bande, tous ces facteurs-là vont venir amplifier en fait, l'effet placebo. Si on réussit à atteindre une réponse endocrinienne, là c'est gagné, parce que le cerveau va réussir à sécréter des endorphines. Donc les bêta-endorphines, pour rappel, je crois qu'elles sont 50 fois supérieures aux effets des antalgiques de synthèse. On peut avoir une réponse du système nerveux autonome avec des effets sympathiques, excitateurs de court terme. Et bien évidemment, tout ça va venir en retour vers la moelle, le système nerveux périphérique, les tissus, pour obtenir une diminution de la douleur, de la raideur, de la tension, une augmentation de l'amplitude du mouvement, des modulations non spécifiques du système nerveux autonome. Donc, de multiples effets. En fait, il y a un effet qu'on va chercher à avoir, mais en fait, on va avoir, c'est vraiment un effet thérapeutique très large, avec beaucoup d'effets non spécifiques, en fait, liés à l'utilisation de tape. Donc, par contre, il y a beaucoup, c'est seulement des effets à court terme. Bien souvent, alors moi, je travaille beaucoup avec un centre antidouleur à côté de chez moi, enfin à Bordeaux,
qui m'envoient leurs patients pour voir ce que je peux leur apporter. Souvent, quand ils enlèvent la bande, la douleur revient quasi immédiatement. Il y a très peu d'effets rémanents au niveau de la douleur. On gagne parfois un point sur le VA un mois, mais très faiblement. Si on ne fait que le tape, mais l'application de tape va permettre de faciliter la récupération du mouvement, parce que le patient aura moins mal, donc va pouvoir bouger plus facilement et mieux, sans sa compensation antalgique, par exemple. Donc, on aura modifié la boucle corticomotrice dont je parlais au départ. Il va pouvoir mieux travailler, faire ses exercices en séance de kiné s'il n'est pas gêné par la douleur. Et on sait que c'est vraiment le mouvement qui va permettre de remoduler et d'augmenter les bénéfices à long terme, notamment par cette neuroplasticité corticale qui va se créer. Le cerveau du patient va voir qu'il peut bouger sans douleur, donc va petit à petit désactiver les mécanismes de protection. Et si on arrive là, en général, c'est presque gagné. Donc c'est vraiment un effet qu'on peut obtenir, mais avec l'aide, encore une fois, pluridisciplinaire, main dans la main, chirurgien, ostéopathe, kinésithérapeute, podologue. Pour terminer, cette petite citation de Diane Jacobs, « Skin is the exposed brain », donc la peau est le cerveau exposé, puisque le tape s'adresse à la peau, on ne tape pas un muscle, mais on tape bien la peau. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Geoffrey. Pour le coup, au niveau de questions, il y a des questions un petit peu techniques, mais il ne faut pas oublier qu'il faut se former à cette technique. Mais dans quelle mesure et indication place-t-on le tape dans un sens plutôt que d'un autre? Est-ce que les bandes, combien de temps tu les mets en place, etc. Ça, je sais ce que tu vas me répondre, mais si tu peux éclairer un peu la lanterne. Est-ce que j'ai déjà répondu pas mal. Les bandes, on peut les maintenir 3 à 5 jours. En fait, grosso modo, c'est l'élasticité de la bande, quelque part, qui va créer de l'effet, en plus des autres effets, placebo et autres. Mais l'effet mécanique, il est lié à l'élasticité de la bande. Un élastique, si on tire dessus 2000 fois, il se détend. Donc, c'est pour ça qu'au-delà de 5 jours, en général, il ne reste plus grand-chose comme effet mécanique. Bien sûr, il peut rester de l'effet placebo. Moi, je vois les gens en ostéo, donc quand je les revois un mois après, ça m'est déjà arrivé de revoir des gens revenir avec leur tape. Donc, je l'enlève tout de suite. La colle a fait, heureusement, il n'y a pas eu de réaction allergique en général, sinon ils les auraient enlevés. Et donc, l'avantage de cette technique, c'est vraiment de pouvoir le laisser longtemps. Ensuite, le sens, c'est ce que j'ai expliqué. Je cherche le sens qui va me permettre d'avoir un résultat immédiat, notamment sur la douleur ou l'amplitude du mouvement. Donc, souvent, nous, on parle de test, tape, retest quand on fait une pose de bande. Donc, quand je cherche à avoir un effet antalgique, je demande par exemple au patient à combien il est juste avant que je pose la bande, 8 sur 10, 9 sur 10. Et si je n'ai pas au moins 80% de diminution de la douleur, c'est-à-dire passer à 2 sur 10, 1 sur 10, je considère que ce n'est pas suffisant. Donc, soit j'enlève la bande, je cherche autre chose, un autre muscle ou autre. Voilà, ça peut parfois prendre du temps, notamment sur des patients qui sont des algiques chroniques, où il y a pas souvent, il y a plein de choses qui sont impliquées, mais quand je réussis à leur trouver un montage qui peut correspondre, alors soit je les revois ou je les revois pas moi pour leur poser un tape, mais ça me permet de communiquer éventuellement avec leur kinésithérapeute. Si lui pose des tapes derrière, il va pouvoir répéter la technique. Mais en tout cas, si on réussit momentanément à enlever la douleur à des gens qui souffrent depuis très longtemps, ou comme là, les flexums que je vous ai montré tout à l'heure, l'effet, l'impact psychologique est énorme. Et aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas que nos techniques manuelles qui fonctionnent, bien évidemment, il y a de l'éducation thérapeutique, il faut réussir à atteindre le cerveau, donc éduquer le patient à la douleur, lui expliquer un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que si je modifie les informations entrantes, son cerveau va réagir différemment, que la douleur, ce n'est qu'une perception de son cerveau, et petit à petit, on peut réussir comme ça à améliorer pas mal de personnes. Est-ce que tu peux réexpliquer quand poser avant la séance d'ostéo ou après la séance d'ostéo? Et quand tu les poses avant la séance d'ostéo, pour quelles raisons? Alors, quand je les pose avant la séance d'ostéo, c'est que déjà, souvent, il y a des patients qui vont m'être adressés que pour ça. Notamment quand c'est des patients, des complications chirurgicales ou quand c'est des patients qui viennent du centre antidouleur. Dans ce cas-là, en fait, c'est par rapport à cette compétence que j'ai où on va me demander d'intervenir et de voir si je peux créer quelque chose. C'est des gens qui ont fait déjà 150 séances de kiné, qui ont vu 3 ou 4 ostéopathes différents, donc j'essaie de proposer quelque chose de différent. Donc sur ces patients-là, bien souvent, je commence par ça. Ou sur un patient qui est très douloureux, trop douloureux pour pouvoir bouger, je vais commencer par le tape pour déjà modifier la douleur et permettre à son muscle justement de fonctionner normalement, de ne pas avoir des attitudes antalgiques, des compensations à cause de la douleur. Et de temps en temps, forcément, sur le patient lambda qu'on peut recevoir tous, le patient qui a une petite tendinite, un petit épicondylite, mais ça sera plutôt en fin de séance. Où là, je terminerai ma séance avec la petite cerise sur le gâteau, où je finis avec une technique.
C'est-à-dire que le mouvement au niveau tissulaire que j'ai cherché à créer ou autre, ou l'information que je cherchais à créer avec mes mains, je vais la maintenir dans le temps grâce à la bande. C'est vraiment l'état d'esprit de Kenzo Kase quand il a créé cette technique-là. C'était prolonger l'effet de ces traitements manuels dans le temps, en fait. Alors, c'est marrant. Alors, on a un public très francophone, hein, donc tu auras peut-être des questions parce qu'il y en a qui exercent en France, mais peut-être aussi ailleurs. Il y en a beaucoup qui se posent des questions sur la déontologie. Qui peut poser des tapes sur quelle partie d'anatomie? C'est-à-dire, est-ce que le podo peut poser ailleurs que sur pied? Est-ce que l'ostéo peut poser partout? Est-ce qu'il a le droit de les poser? Est-ce que c'est qu'au kiné, etc., etc. Alors, pour les kinés, ils peuvent poser partout. Les podologues peuvent poser, il me semble, jusqu'au bassin. Voilà. Donc, puisque vous avez un domaine de compétence, il me semble, mais comme ça peut changer, la législation de diagnostic et de technique jusqu'au bassin. Les pieds, vous pouvez carrément les rééduquer. Hein, vous avez le droit à la rééducation du pied et de la cheville. Après, pour les ostéopathes, pareil, c'est tout le corps. Les chiropracteurs, c'est tout le corps. Le médecin, c'est tout le corps. Tout le monde. Je pense qu'il n'y a que les podologues où il y a une restriction de zone. Après, je pense que ça va être petit à petit ouvert de plus en plus parce que regardez que les pieds jusqu'au bassin et ignorer le rachis, les cervicales et tout ce qui est au-dessus, les podologues, je pense, le font plus trop. Hein, mais globalement, dans les écoles, c'est encore enseigné comme ça. Donc moi, j'enseigne d'ailleurs à l'école de podologie de Bordeaux le tape. Ça fait depuis 2011 que je donne des cours à l'école de podo de Bordeaux. Donc c'est une des premières écoles en France où les élèves sont initiés au tape. En fait. Alors, une dernière question sur le TEP, notamment, est-ce qu'il y a un intérêt et des bénéfices sur les algos? Sur l'algoneurodystrophie, il y a un intérêt et des bénéfices parce que il y a une grosse participation du système nerveux, bien évidemment, et que le tape en fait agit extrêmement. La voie d'action principale, c'est le système nerveux. Le conseil pour tout ce qui est algo, fibromyalgie et autres, en fait, c'est d'être sur des stimulations très fines parce qu'ils ont une hypersensibilité. Alors, comme un peu chez les douloureux chroniques où il peut y avoir des zones d'allodynie, où là, on va éviter les grosses tensions, on va éviter les grosses largeurs de bande et on sera plutôt sur des tensions un petit peu fines, en tout cas sur la zone qui est très douloureuse. Et après, on peut faire des techniques un petit peu à distance pour avoir d'autres actions neurovégétatives. Alors, je n'ai pas développé, mais c'est vrai que j'ai tout un tableau avec tous les types de récepteurs qui vont être touchés par la tension ou la pression qu'on met au niveau de la peau. Et on a un certain type de récepteurs, les interstitiels de type 3 et les récepteurs de Ruffini de type 2, qui, eux, créent une information neurovégétative, en fait, dès qu'on les stimule. Parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Geoffrey, pour cette présentation très claire. Merci. Sur le TEP. Merci beaucoup. On va continuer ce webinaire avec un spécialiste du dos qui est chirurgien orthopédiste, qui est Dr Thibaut Clocher, qui va nous parler notamment des fractures